TikTok, le fameux réseau des fit girls et des conseils franchement pas terribles. Ça fait pas longtemps que je m'y suis mise et j'ai vu plusieurs TikTok qui m'ont un petit peu choquée, auxquels je voudrais réagir avec toi aujourd'hui. Du coup, j'ai fait une sélection de plusieurs TikTok que je vais corriger. Je te fais pas plus attendre, c'est parti. Alors, premier TikTok, mes meilleurs exos pour prendre des fessiers. Alors, le hip thrust, oui, déjà je suis carrément d'accord. Le hip thrust, l'avantage c'est que c'est un exercice qui s'adapte à toutes les morphologies et pour moi c'est clairement le numéro 1 des exercices fessiers. Ensuite, le soulevé de terre. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Petit disclaimer avant de commencer, je voudrais juste préciser que je n'ai absolument rien contre ces personnes, mais simplement je réagis à leur TikTok en disant ce qui est bon, ce qui l'est moins et ce qui l'est pas du tout. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que oui, on recrute les fessiers lorsqu'on fait du soulevé de terre puisqu'on vient faire une extension de hanche. Cela dit, on recrute également énormément les lombaires grâce à l'extension de hanche. On recrute les fessiers grâce à l'extension du genou. On recrute les rhomboïdes, les mollets, les trapèzes, les avant-bras. Bref, c'est un exercice qui est quand même extrêmement complet et qui recrute plein de muscles en même temps. Ce qui veut dire que c'est plus compliqué de se concentrer sur les fessiers. Encore une fois, c'est pas un mauvais exercice fessier, mais pour moi ça n'est pas le meilleur, surtout pour un débutant. C'est un exercice qui recrute tellement de muscles en même temps qu'il y a assez peu de chances que tu sois proche de l'échec musculaire des fessiers sur cet exercice, ce qui veut dire que tu diminues tes chances de muscler tes fessiers. Déjà qu'il est compliqué pour un débutant de ressentir les bons muscles sur les bons exercices, c'est-à-dire ceux qui sont censés travailler sur un exercice, donc par exemple tes pectoraux lorsque tu fais du développé couché au lieu de ressentir tes biceps, ou bien tes fessiers lorsque tu fais un hip thrust au lieu de ressentir tes quadriceps. Alors si en plus le débutant fait un exercice qui recrute plein de groupes musculaires en même temps comme le soulevé de terre, mais que son but au final est de ressentir principalement les fessiers, cela complique grandement le travail. Alors ensuite, le squat sumo. Alors c'est vrai qu'un squat sumo, de toute façon, ce sera meilleur qu'un squat classique pour les fessiers, tout simplement parce qu'on vient écarter plus les pieds. Cela dit, ça dépend quand même de ta morphologie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas une morphologie adaptée pour faire ce genre d'exercice avec les pieds écartés, que ce soit une presse, un soulevé de terre ou un squat. Ça dépend de ton ouverture de hanche. En gros, plus tu te sens à l'aise lorsque tu fais ce genre d'exercice avec les pieds écartés, plus tu as une morphologie adaptée, donc tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu sens que c'est assez inconfortable d'écarter les pieds sur ce type d'exercice, je te conseille d'arrêter. Des fois, il vaut mieux pas insister. C'est juste que certains exercices ne sont pas adaptés à notre morphologie. Cela dit, le squat sumo avec halter comme sur la photo, ça n'est pas l'idéal parce que ce sont tes avant-bras qui risquent de lâcher en premier. Même s'ils sont très forts, très musclés, des avant-bras, par définition, seront toujours plus faibles que des fessiers qui sont le muscle le plus puissant de ton corps. Donc bref, ce sont tes avant-bras qui risquent de lâcher bien avant tes fessiers. Si tu veux faire du squat sumo, à la limite, fais-le plutôt à la barre. L'avantage, c'est qu'avec cette variante, tes avant-bras ne seront pas du tout sollicités. Après, si tu es débutant, bien évidemment, je te conseille de le faire avec halter, puisque les barres olympiques qu'on voit dans les salles font tout le temps 20 kg, ce qui est très souvent trop pour un débutant, surtout si tu es une femme. Et enfin, les fentes. Donc ici encore, on a le même problème que l'exercice précédent, puisque les fentes avec halter comme sur la photo vont solliciter énormément nos avant-bras. Alors encore une fois, quand tu es débutant, il n'y a pas de problème, c'est très bien, mais atteint un certain stade, je te conseille quand même de le faire à la barre pour ne pas que ce soit tes avant-bras qui lâchent avant tes quadriceps ou tes fessiers. Cela dit, les fentes, même si tu te penches en avant et que tu adoptes la bonne position pour cibler tes fessiers, ça reste un exercice qui sollicite quand même beaucoup les quadriceps. C'est pas mauvais, tout comme le soulevé de terre et le squat sumo, mais il y a mieux pour les fessiers. Allez, on y va, TikTok suivant. Meilleur exercice pour muscler ses fesses. Alors attention, quel est ce meilleur exercice? Et oui, les fentes bulgares. Alors, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un exercice que je vois partout sur TikTok et qui est ultra surcoté pour les fessiers. Alors, c'est vrai que c'est mieux que les fentes classiques normales, puisque du fait qu'on a un pied derrière, on va pouvoir descendre plus notre genou et du coup, on va pouvoir venir étirer plus nos fessiers et nos quadriceps, ce qui veut dire qu'ils seront plus sollicités. Cela dit, avant de te prendre la tête sur est-ce que tu vas surélever ou non ton pied arrière, je te conseille plutôt de te
te concentrer sur la position que tu adoptes sur les fentes de manière générale. C'est-à-dire pointe de pied avant dirigée vers l'extérieur et tu te penches en avant. Après, pourquoi pas faire des fentes bulgares. Mais encore une fois, lorsqu'on fait des fentes bulgares, nos fessiers seront plus étirés, mais nos quadriceps seront aussi plus étirés. Donc on travaille plus nos fessiers, mais on travaille aussi plus nos quadriceps. Et c'est exactement comme le TikTok d'avant. Oui, les fentes, c'est bien, c'est un bon exercice fessier, mais il y a beaucoup mieux, puisqu'on recrute quand même beaucoup les quadriceps. Allez, TikTok suivant. Avoir des abdos et moins de ventre. Ouh là là. Voilà, donc elle nous fait une série d'exercices, je me doutais. Alors, déjà c'est bien parce qu'elle distingue quand même le fait d'avoir des abdos du fait d'avoir du ventre. Ce sont deux choses bien distinctes. On peut avoir des très très gros abdos tout en ayant du gras sur le ventre. Si c'est le cas, on ne verra jamais tes abdos. Comme on peut très bien ne pas avoir du tout de gras sur le ventre et ne pas du tout avoir des abdos musclés. Comme c'est un petit peu mon cas d'ailleurs. Pour t'illustrer mon propos, on voit bien que l'homme sur la gauche a des abdos beaucoup plus musclés que l'homme à droite, mais il a du gras dessus, donc ses abdos sont beaucoup moins visibles. Alors, 1 minute de planche, donc oui, ça c'est bien. Des crunchs, du gainage sur le côté, la posture du cobra et encore une planche. Bon, en soi, c'est pas mal comme petit circuit, mais cela dit, il faut quand même faire ces exercices plusieurs fois dans la même séance pour que ce soit efficace. Bon, là où elle attend du coup, c'est quand elle dit que ce training va te faire perdre du ventre. Or, ça n'est pas du tout le cas. À la limite, vu que ça reste une séance de sport, ça peut augmenter ta dépense en calories et donc potentiellement te faire un déficit calorique, c'est-à-dire te faire dépenser plus de calories que ce que tu n'en consommes. Par contre, faire ces exercices en soi ne vont pas te faire avoir moins de gras sur le ventre. Il faut bien comprendre que ça n'est pas parce qu'on muscle une zone du corps qu'on va perdre du gras sur cette zone. De toute façon, on ne peut pas cibler une perte de graisse. Par contre, encore une fois, faire une séance de sport de manière générale augmente ta dépense calorique. Donc, grâce à ce training, tu peux potentiellement perdre un petit peu de gras, dont du gras sur le ventre. Si, bien évidemment, tu ne manges pas comme 4 à côté. Allez, on y va. TikTok suivant. Alors, 4 conseils pour perdre du poids. Elle dit des bêtises, elle, sur ce TikTok. Alors 30 minutes de marche, ouais bah déjà là je suis carrément d'accord, ça permet d'augmenter sa dépense calorique, en plus c'est assez facile à mettre en place. Ensuite, consommer des aliments à index glycémique bas. Bon, alors là malheureusement je suis pas du tout d'accord. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il faut vraiment arrêter de diaboliser les aliments avec un index glycémique élevé. C'est vrai que manger des aliments avec un index glycémique élevé augmente la faim, donc cela peut nous inciter à manger plus de calories. Mais il faut bien comprendre que le pic de glycémie ne fait pas prendre du gras en soi. La seule chose qui fait prendre du gras, c'est le surplus calorique, c'est-à-dire de manger plus de calories que ce que tu n'en consommes. Donc la seule chose que les aliments à IG élevé peut faire, c'est augmenter ta faim et encore une fois t'inciter à manger plus dans la journée. Mais cela dit, si tu as un apport calorique contrôlé par exemple comme moi, tu peux manger plein d'aliments avec un index glycémique élevé, ça ne te fera pas prendre de gras puisque de toute façon tu as un total calorique à respecter. Mais comme je le dis tout le temps, c'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a un lien de causalité. C'est pas parce que deux choses se sont produites en même temps que l'une est forcément à cause de l'autre. Dans ce cas précis, ça n'est pas parce que depuis que tu ne manges plus des aliments avec un index glycémique élevé, tu as perdu du poids, que c'est grâce à ça que tu as perdu du poids. Non, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont intervenues en même temps. Si tu manges des aliments avec un index glycémique plus bas sur la journée, probablement que tu auras moins faim et du coup, encore une fois, ça va t'inciter à manger moins de calories. Donc ce sera grâce au déficit calorique que tu auras perdu du gras et non pas grâce aux aliments avec un IG faible en soi. Il faut bien faire la distinction. Après, ça peut également être parce que en même temps tu as augmenté ton nombre de pas, tes séances sont plus intenses ou tu as tout simplement augmenté ton nombre de séances dans la semaine. Bref, ça peut être dû à plein de choses. Ensuite, elle nous dit manger léger le soir. Non, bah là je suis pas du tout d'accord que tu manges un plat de pâtes le midi ou le soir, le nombre de calories dans ce plat de pâtes sera exactement le même. Je pensais que ça c'était un peu dépassé quand même parce que les gens ont quand même bien compris que peu importe que tu manges beaucoup le midi ou beaucoup le soir, ce qui compte c'est vraiment ton nombre de calories dans la journée. Et ensuite elle nous dit boire beaucoup d'eau. Bah non, là pareil, je suis pas du tout d'accord. Oui, boire de l'eau c'est très important pour ta santé, mais ça ne te fera
fera pas du tout perdre du poids. Cela dit, le fait de boire de l'eau demande quand même un effort de digestion, exactement comme quand on mange de manière générale. Ce qui veut dire que le corps dépense des calories lorsqu'on a bu. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie qui nous démontre que pour un individu qui fait 80 kg et qui boit 500 ml d'eau, il dépenserait environ 24 calories lors de la digestion. Ce qui est quand même assez dérisoire. Ensuite, TikTok suivant. Il y a quelques jours, dans une vidéo, j'ai dit que pour perdre du poids, il fallait limiter un peu le cardio. Et j'ai eu beaucoup de réactions comme celle-ci qui me demandaient pourquoi. Donc là, on est entre nous, je vais répondre comme ça rapidement. Déjà, qu'on soit bien d'accord, je dis pas que le cardio est complètement inutile quand on veut perdre du poids. Je dis juste qu'il faut l'utiliser de façon intelligente. Donc admettons que vous êtes super déterminé, vous faites 1 heure de cardio tous les jours de la semaine. Et chaque heure de cardio vous fait dépenser 500 calories. Ce qui fait donc une dépense sur la semaine de 3500 calories. Évidemment, si vous dépensez 3500 calories sur la semaine, vous allez perdre du poids, c'est sûr. Parce que ça va créer un énorme déficit dans votre rapport journalier. Le gros problème avec ça, c'est que, admettons un jour, pour je ne sais quelle raison, vous devez arrêter le cardio. Admettons, il y a un virus comme ça inconnu qui arrive et bam, vous ne pouvez plus en faire. Et bien vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu puisque vous êtes devenu dépendant de cette dépense journalière. Et elle est là la grosse problématique, c'est que le fait de faire du cardio pour perdre du poids est une solution très peu durable. C'est ça que je voulais dire quand je vous disais de limiter le cardio. Donc oui, là, pour le coup, je suis carrément d'accord avec ce qu'il dit, puisque quand on maigrit, il vaut mieux ne pas faire trop de cardio, puisque le but va être de conserver cette nouvelle routine de sport pour la vie. Le but, ça n'est pas de faire la blinde de cardio pendant 2 semaines, de faire un régime super restrictif, et après de reprendre nos habitudes alimentaires, puisque si on fait ça, forcément, on va reprendre du poids. C'est pour ça que quand on essaye de perdre du poids, il faut le faire petit à petit, et petit à petit, instaurer des habitudes de vie qu'on pourra maintenir vraiment sur le long terme, que ce soit au niveau de l'alimentation ou bien du sport. Il faut bien comprendre que ce sont des habitudes qu'on devra conserver tout le temps. Donc forcément, si pour maigrir tu as dû faire 1 heure de cardio par jour, il faudra que tu continues pour maintenir ton poids à faire 1 heure de cardio par jour. Et en plus de ça, si tu fais trop de cardio, le métabolisme s'habitue. C'est-à-dire que si tu compares 2 personnes qui ont exactement le même profil, on va dire que l'une fait 1 heure de cardio par jour depuis à peu près 6 mois et l'autre ne fait pas du tout de cardio, celle qui fait énormément de cardio va dépenser beaucoup moins de calories que celle qui fait pas du tout de cardio, puisque son métabolisme est habitué à cette dépense, il a l'habitude, il crée des adaptations automatiquement. Ensuite, TikTok suivant. Tu veux avoir des fesses plus rebondies, je te conseille de travailler ton moyen fessier. Alors oui, bah là je suis carrément d'accord. De toute façon, pour avoir des fessiers rebondis, il faut travailler ton grand fessier, ton moyen fessier et ton petit fessier. Alors, déjà là, elle nous fait un squat sumo avec un élastique. Donc en soi l'élastique c'est pas mal puisque ça permet de garder les genoux bien vers l'extérieur, donc de recruter correctement tes moyens et petits fessiers. En plus de ça, le problème que certaines personnes ont sur le squat, c'est qu'elles ont tendance, notamment lorsqu'elles mettent lourd, à rentrer les genoux vers l'intérieur, ce qui n'est pas très bon pour tes genoux. Sinon, le fait de faire un rebond comme ça en bas de son mouvement, pourquoi pas, parce que ça permet de rester un peu plus longtemps en tension sur la phase du mouvement qui travaille le plus. Donc pourquoi pas. Alors là par contre ça va pas du tout. Là ça va pas du tout. C'est un genre de squat mais complètement inutile de le faire comme ça, déjà parce qu'il n'y a pas du tout d'amplitude sur le mouvement, mais ça c'est pas sa faute parce qu'on voit bien qu'elle peut pas descendre plus bas à moins de s'asseoir, et du coup s'il y a moins d'amplitude, elle va largement réduire l'efficacité de son mouvement. Ensuite, la contrainte au niveau de ses genoux est quand même assez énorme puisqu'on voit qu'ils sont complètement pliés, ce qui veut dire que si tu mets beaucoup de poids, tes genoux risquent de pas trop apprécier, et surtout s'ils sont déjà fragiles de base. Mais de toute façon, faire du squat cul par terre de manière générale, c'est pas forcément recommandé, que ce soit pour les genoux ou pour les chevilles. Moi d'ailleurs, je me suis littéralement défoncé les chevilles en faisant du squat cul par terre pendant des mois et des mois. Et maintenant j'ai une cheville qui est quand même assez endommagée quoi. Après bien évidemment il y a des personnes qui ont des articulations qui sont beaucoup plus solides que d'autres. Mais quand même de manière générale, c'est pas forcément ce que je recommande. Le fait de serrer les fesses comme ça en haut du mouvement n'est pas utile sur cette phase du mouvement, tout simplement parce que en haut du mouvement il n'y a pas de tension. Pour te le démontrer, on voit bien que lorsqu'on fait un squat et qu'on est en haut du mouvement, ça n'est pas du tout difficile comparé à lorsque tu es à 90 degrés. Donc finalement c'est exactement comme si tu serrais les fesses en position debout, donc ça ne sert à rien. Ensuite celui-ci d'exercice ne sert à rien puisqu'il n'y a aucune tension, aucune charge.
Et enfin celui-ci fait peur. On est sur une variante de fente mais qui sert à rien. J'arrive pas trop à voir par contre comment elle tient la barre, mais à mon avis ça doit pas du tout être pratique et confortable quand même, hein. Je rappelle que le moyen fessier permet de faire une abduction. Or là on n'est pas du tout sur une abduction. Donc sur les fentes on ne recrute pas ou très peu les moyens fessiers de toute façon. Et en plus le fait de mettre la barre comme ça sur les côtés, ça sert absolument à rien. En vrai si tu veux recruter tes moyens fessiers, t'as pas besoin de te prendre la tête à faire des exercices chelous. Non, tu fais la machine à abduction et c'est très bien. C'est une machine qui va parfaitement dans le sens de tes fibres musculaires du moyen fessier. T'as pas besoin de te prendre la tête. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense très honnêtement que je vais faire une partie 2 puisque j'ai encore plein de TikTok où j'ai des choses à dire, mais je vais m'arrêter là quand même pour celle-ci. Moi j'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!